Bonjour à toutes et tous et merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de La Grande Hache, l'émission d'histoire du média. Le 2 août 1914, au moment de la mobilisation pour ce qui allait être la Première Guerre mondiale, le président de la République française, Raymond Poincaré, s'adressait à la nation en disant « À cette heure, il n'y a plus de parti, il y a la France éternelle ». Un peu plus tard, le 30 octobre 1940, le maréchal Pétain, qui venait de rencontrer Adolf Hitler à Montoire, s'adressait dans un message radio aux Français, dans lequel il annonçait s'engager dans la voie de la collaboration, en disant « Suivez-moi, gardez confiance en la France éternelle ». Mais, un peu plus tard encore, 4 années plus tard seulement, le général de Gaulle, à l'Hôtel de Ville, à Paris, faisait son célèbre discours « Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré », avec l'appui et le concours de la seule France, la seule vraie France, la France éternelle. Je reçois, pour cet épisode de La Grande Hache, l'archéologue et préhistorien Jean-Paul Demoule. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous pour ce livre, La France éternelle, une enquête archéologique qui est parue aux éditions de La Fabrique tout récemment. Il y a naturellement plein d'idées reçues, d'idées fausses sur l'histoire de France. Je me suis moi-même intéressé récemment avec un petit ouvrage à cette question. Peut-être que la mère de toutes les idées reçues sur l'histoire de France, c'est celle-là, l'idée que la France serait éternelle. Pourquoi avoir fait un livre là-dessus ? Quelle est sa nécessité ? Et pourquoi, surtout, est-ce qu'un archéologue se penche sur cette question ? Bien, j'avais publié en 2022 un livre sur une histoire globale des migrations qui s'appelait Homo migrans. Et le créateur, maintenant malheureusement décédé des éditions de La Fabrique, Éric Hazan, m'avait proposé de faire un focus sur la France, justement comme terre de migration. Et vu les débats actuels, j'ai décidé justement de l'élargir à cette histoire de la France éternelle en partant de la phrase du général de Gaulle, la première phrase de ses Mémoires d'espoir, qui dit « La France vient du fond des âges ». Donc je me suis dit, c'est un bon point de départ. Je vais me demander quel est le fond des âges, à partir de quand on peut parler de France et de Français. Et donc j'ai fait ce livre en 12 chapitres chronologiques successifs, en me demandant à chaque fois qu'est-ce qui habite l'actuel hexagone, quelle langue parlent-ils, quelle est leur culture, d'où viennent-ils, quels sont leurs ennemis, etc. Et renforcé par une douzaine de cartes, à chaque fois montrant quel est le territoire des populations en question. Donc 12 chapitres depuis les plus anciennes présences humaines sur le territoire français, il y a un peu plus d'1 million d'années. Le dernier chapitre, c'est le XXIe siècle. On voit bien qu'il y a un enjeu tout particulier en ce moment, puisqu'il y a des forces politiques, idéologiques, médiatiques qui attisent l'angoisse du changement, l'angoisse de la disparition, et qui remettent donc en avant cette idée toute faite de France éternelle. Si l'on s'intéresse non pas au fond des âges, on va y revenir très vite, mais à cette notion même de France éternelle, j'ai cité 3 moments, en réalité très récents, où l'expression est utilisée. Elle n'est pas, au fond, je crois, beaucoup plus ancienne. L'idée de la nation comme communauté de citoyens, ça ne date que de la Révolution française. Avant, il y avait des rois, ils étaient de droit divin, donc mis en place par Dieu, sacrés dans tous les sens du terme. Ils avaient donc des sujets qui étaient priés de leur obéir. Donc l'idée qu'il y
n'y a plus de roi et que donc on est une communauté de citoyens unis par un même destin, ça ne se développe qu'à partir de la Révolution française, sachant que symétriquement que pendant la Révolution française, il n'y a encore que 10% des Français qui parlent français. Ça va durer jusqu'au XXe siècle. Donc cette idée de la France, elle va ensuite être renforcée par la Troisième République, avec toujours l'idée que la République est une et indivisible, ce qui, si on a besoin de le dire, ça prouve que ça ne va pas de soi. Et à partir de là, effectivement, c'est avec la Troisième République qui naît d'une défaite, mais qui crée l'école laïque gratuite et obligatoire, que se construit vraiment le roman national, et avec cette idée de nos ancêtres les Gaulois, qui est une idée totalement nouvelle à cette époque. C'est-à-dire que l'idée que nous avons, nous, derrière la France, derrière ce mot, en gros, elle a 2 siècles et demi, quoi. Oui, oui, au maximum, oui. Avant, pour illustrer ça, il me semble qu'avant la Révolution française, les rois parlaient de leur peuple au pluriel, assez souvent. Oui, bien sûr. Pour désigner ce que nous, après, on va appeler le peuple français. Oui. Il y avait une pluralité. Et des historiens tout à fait respectables comme Fernand Braudel, par exemple, ou d'autres, s'étonne, s'exclame, s'émerveille de dire la France est diversité. Mais elle est diversité parce que, d'une certaine manière, c'est ce qu'on peut appeler un État colonial. C'est à partir du domaine relativement restreint des rois de France, plutôt centré sur l'Île-de-France et la Touraine, etc., que par mariage avec, comme par exemple avec la Bretagne, Anne de Bretagne, puis mariage plus ou moins forcé, par conquête militaire beaucoup, la croisade dite des Albigeois, Louis XIV, les Flandres, la Franche-Comté, l'Alsace, la Lorraine, par rachat comme la Corse, par échange de bons procédés avec Napoléon III et Nice et la Savoie, que peu à peu se fait cet ensemble qui maintenant effectivement est cohérent. On est tous françaises et français, la question n'est pas là, mais qui effectivement est le résultat d'ajouts successifs et d'agglomérations successives avec des langues tout à fait différentes. La génération qui est en train de disparaître, une partie d'entre elles n'avait pas le français comme langue maternelle au début du XXe siècle. C'est-à-dire que ce qui nous paraît absolument évident, naturel presque, le fait que Nice soit en France, par exemple, le fait que toutes ces provinces soient réunies dans une même identité, c'est le résultat en fait de siècles d'entreprises de conquête coloniale, vous disiez, oui. De la part d'une institution dynastique qui a pris la forme d'un appareil d'État à partir de la fin du Moyen-Âge, institution royale, quoi. Oui, et qui se rapproche de l'actuel hexagone que très tardivement, mais qui n'émerge guère avant Louis XI, juste avant la Renaissance. C'est le XVe siècle, oui. Si on prend Clovis, qui est censé être le premier des 43, son empire inclut pas le quart nord-est sud-est de la France, mais en revanche des bouts non négligeables de Belgique et d'Allemagne. Et quand il meurt, son empire est partagé entre ses 4 fils de manière un peu aléatoire, et en tout cas ne ressemble pas du tout à l'actuelle France. Et de même, un peu plus tard, Charlemagne, son empire aussi implique qu'il est d'abord empereur des Romains. Il y a toujours le prestige de Rome, même si Rome n'existe plus depuis plusieurs siècles. Il fait renaître l'empire, au fond. Oui, absolument. Et ça va être repris après par le Saint-Empire romain germanique qui va durer jusqu'au début du 19e siècle. Et Charlemagne est autant un ancêtre fondateur dans le roman national allemand
c'est Karl der Grosse, qui régnait à Aachen, qu'en France on appelle Aix-la-Chapelle. Oui, la capitale du royaume des Francs, c'est une ville qui est aujourd'hui en Allemagne. Oui, absolument. Mais moi, quand j'étais écolier, on m'avait appris que c'était Aix-la-Chapelle, donc je pensais que c'était un peu comme Aix-en-Provence ou Aix-les-Bains. Alors que c'est sur le Rhin, et c'est sur le Rhin trop au nord pour être en France. Oui, c'est tout à fait au nord. Et là encore, son empire va être partagé, notamment entre ses 3 petits-fils lors de ce qu'on appelle le traité de Verdun. Il est partagé en 3 bandes nord-sud. Qui vont de l'Atlantique, mais je crois qu'il n'y a toujours pas la Bretagne, et qui inclut une bonne partie de l'Allemagne. Et l'actuel territoire français, il est complètement divisé entre la partie occidentale et la partie médiane, qu'on va appeler la Lotharingie, du nom d'un des 3 frères qui s'appelle Lothaire, et qui laissera son nom à la Lorraine, Lothringen en allemand. C'est-à-dire que si, cette fois-ci, on s'attache au nom de France, vous montrez que Francia, c'est le territoire des Francs, le royaume puis l'empire des Francs, et en réalité, cela couvre en gros toute l'Europe occidentale. Oui, sous Charlemagne. Charlemagne, il est empereur des Romains, mais aussi roi des Francs et des Lombards. C'est-à-dire qu'il y a 12 pays d'aujourd'hui, je crois, dont les territoires pourraient être dit la France, s'ils avaient réussi à capter ce nom, puisqu'ils l'ont eu, ils ont été intégrés dans cet ensemble qu'on appelait la Francia sous Charlemagne. Finalement, donc, c'est une petite partie de la Francie du Haut Moyen-Âge, carolingienne, qui va devenir la France, qui va capter pour elle ce nom de France. À partir de quel moment à peu près alors ? C'est progressif, parce qu'au début, c'est simplement c'est les rois des Francs. Regnum Francorum, et c'est plus tard que petit à petit Francia s'impose, avec cette idée que quand même par rapport à la France éternelle et au nom même de France, c'est quand même un nom germanique. Les Francs sont des Germains, parlent une langue germanique, le francique, alors même que ce qu'on appelle le français est une langue romane, plus ou moins descendante du latin, avec beaucoup de mélange. Donc c'est aussi un paradoxe supplémentaire, et qui fait d'ailleurs que cette période n'était pas très bien vue des manuels scolaires. On parlait des rois fainéants, qui pouvaient être pittoresques, comme le bon roi Dagobert, qui réglait leurs comptes de manière sordide, comme entre Frédégonde et Brunehaut au hasard. Avec des meurtres politiques, des guerres permanentes dans la famille. Oui, et ensuite on essaie de franciser, justement, comme on disait à l'instant, Charlemagne, Aix-la-Chapelle, alors que tout ça se passait plutôt dans une langue germanique, mais qui va disparaître petit à petit. Et d'une certaine façon, l'histoire de la France est aussi faite de défaites successives, les Gaulois par les Romains par les Francs, et les Francs qui disparaissent culturellement, ne laissant que quelques dizaines de mots franciques dans le français actuel. Donc c'est de toute façon un roman national très compliqué, qui explique que personne ne se revendiquait des Gaulois jusqu'à la Troisième République. Les rois descendaient de Francion, un prince inventé, rescapé de la guerre de Troie. Pourquoi la guerre de Troie ? Parce que l'Iliade est le plus ancien texte portant sur l'histoire de l'Europe. Et les nobles, justement, disaient nous, on descendait conquérants francs. C'est pour ça que l'abbé Sieyès, dans son célèbre discours « Qu'est-ce que le tiers-État ?» dit, puisqu'ils prétendent être sortis des étangs et des forêts de Germanie, qu'ils y retournent. Ce qu'ils ont d'ailleurs fait, mais ils sont quand même revenus en 1815. Là, vous parlez des émigrés qui n'acceptent pas notamment la fin des droits féodaux et qui fuient la Révolution française et qui se réfugient de l'autre côté du Rhin, notamment à Coblence. Oui, c'est ça, et qui se disent effectivement descendants des Francs et surtout pas des Gaulois vaincus.
Et que le roi Louis XVI va essayer de rejoindre en traîtrise à la nation. C'est la fuite de Varennes, avec l'intention de revenir à la tête de ses armées pour châtier les révolutionnaires. Mais le roi Louis XVI a été arrêté à Varennes. Ça renvoie donc à ce fantasme des ce fantasme qui n'est pas seulement un fantasme, des ascendances franques, au moins en partie de la noblesse d'Ancien Régime. Vous disiez à l'instant que la Troisième République, donc issue d'une défaite, comme vous le rappelez, la défaite de Louis-Napoléon Bonaparte à Sedan contre Bismarck, contre la Prusse, affectionnait beaucoup plus le récit des Gaulois, nos ancêtres les Gaulois. Les Francs sont arrivés sur le territoire où vivaient les Gaulois gallo-romanisés au début du IVe siècle, à peu près. Donc, étape de ce brassage incessant dont vous parlez. Est-ce que l'on peut dire, puisque certains, au nom de la génétique, l'avancent, est-ce que l'on peut dire que nos ancêtres, génétiquement, le fond de population, génétiquement, provient aujourd'hui en France des Gaulois majoritairement ? Non, pas du tout, parce que ça a été sans arrêt un mélange de population. Déjà, les Gaulois n'avaient rien d'homogène, puisque si on remontait aux premières présences humaines, les Homo erectus, qui petit à petit évoluent vers des hommes de Néandertal, ils sont eux-mêmes remplacés par les Homo sapiens venus d'Afrique, eux aussi vers moins 40 000 ans. Et qui sont donc des chasseurs-cueilleurs, ce qu'on appelle le paléolithique supérieur dans notre jargon d'archéologue, mais qui eux-mêmes vont être assimilés et culturellement anéantis par les agriculteurs, les pionniers agriculteurs, colons agriculteurs qui ont inventé l'agriculture au Proche-Orient il y a 10 000 ans et créant donc un boom démographique et un trop-plein de population qui va faire qu'une partie de ces agriculteurs proche-orientaux vont peu à peu coloniser l'Europe et buter contre l'Atlantique, donc arriver en France. Après, on arrive à trouver archéologiquement aussi d'autres apports de population d'Europe orientale. Et puis après, il y a des comptoirs grecs. La première plus ancienne ville de France, c'est Marseille, fondée par des Grecs, Massilia, vers moins 600. Il y a des comptoirs étrusques. Et puis, à la conquête romaine, donc d'abord le sud de la France à partir de moins 125-121, et puis après la conquête de Jules César, et ensuite les migrations de ce qu'on appelait avant les invasions barbares, mais qui sont faites de manière beaucoup plus paisible, qu'on veut bien le dire. Mais il y a certes eu des violences, mais l'Empire romain s'était construit sur la violence. La guerre des Gaules, sur 10 millions de Gaulois, c'est 500 000 morts et 500 000 réduits en esclavage. Donc tous ces apports de population germanique, les Burgondes, les Alamans, les Visigoths à Toulouse. Puis les Francs. Et donc les Francs à la fin, et puis aussi les Vikings qui vont fonder le comté le duché de Normandie, les Arabes dans le sud qui tiennent tout le Languedoc. Ce qu'on appelle la Septimanie, le couloir méditerranéen, jusqu'à Narbonne, et même jusqu'à Nîmes, je crois. Oui, jusqu'à Nîmes, où on a retrouvé des tombes de rites musulmans et également des ateliers à Marseille. Là, on est dans les années 700, 750 au plus tard. Oui, à peu près. Et avant, on a eu aussi les migrations bretonnes de Grande-Bretagne, parce qu'on a l'impression que les Bretons, dans la mesure où ils parlaient une langue celtique, sont là de toute éternité. Mais en fait, c'est le fait des invasions de la colonisation de l'Angleterre par d'abord des Germains, dont les Francs, les Angles et les Saxons, et après les Vikings, que on va avoir ce retour des populations celtiques de Grande-Bretagne qui s'installent en Bretagne. Donc c'est sans arrêt. C'est un brassage permanent, une instabilité permanente. En 1492, les Juifs sont expulsés d'Espagne, donc une partie va en Afrique du Nord, mais une partie non négligeable s'installe dans le sud de la France. Ensuite, il y a ceux qu'on appelle les Mauresques, qui sont les musulmans convertis au catholicisme, mais ils sont quand même louches, donc on les expulse également un peu plus tard d'Espagne. Il y a
les tziganes, gitans, roms, qui sont signalés à partir du XIVe siècle. Les reines de France sont toutes étrangères, puisque c'est les réseaux d'alliance, et elles arrivent avec leur suite. Les mercenaires des armées royales sont étrangers à au moins un tiers, donc ils viennent et ils font souche. Et puis après, on va arriver au 19e siècle, avec aussi bien tous les réfugiés politiques successifs que tout l'appel de main-d'œuvre de la révolution industrielle. C'est-à-dire que le présupposé du complot du grand remplacement, c'est un fantasme, en fait, d'immobilité. C'est une angoisse du changement. Le fantasme d'un passé qui, on le voit bien en vous écoutant, n'a absolument jamais existé, d'une France blanche, chrétienne, bien unie, qui, pourquoi pas, aurait parlé la même langue. Tout cela n'a en fait aucune réalité. Oui, parce que de toute façon, effectivement, c'est une suite, si on prend le mot plutôt deuxième degré, mais quand même au pied de la lettre, de grands remplacements, eh bien, les premiers sapiens grands remplacent les hommes de Néandertal, les agriculteurs venus du Proche-Orient grands remplacent les chasseurs-cueilleurs du territoire français qui nous ont laissé les grottes de Lascaux, Chauvet, etc. Les Romains, c'est pas une population gigantesque, c'est peut-être 5%, peut-être 5 à 10% de colons romains qui vont s'installer, mais coloniser, exproprier les meilleures terres. Mais c'est le grand emplacement culturel le plus radical. Avec la christianisation, au bout d'un moment, c'est ça ? Absolument, la langue, les grands monuments, le mode de vie. Donc tout à fait, et après les Francs arrivent et eux ils sont noyés dans la masse, mais ils nous laissent quand même le nom, etc. Et puis après on arrive à la suite. Donc cette idée d'éternité, effectivement, qui serait menacée maintenant, alors que jusque-là c'était une continuité totale depuis le fond des âges. C'est un grand classique. Quand on est dans une période de crise, on cherche des boucs émissaires. Donc ces boucs émissaires peuvent être variés. L'ennemi de l'intérieur, c'était les Juifs dans l'entre-deux-guerres. Maintenant, c'est les populations récemment arrivées qui seraient inassimilables, alors qu'on oublie qu'à la fin du 19e siècle, il y a eu des massacres d'ouvriers italiens dans le sud de la France, des lynchages d'ouvriers belges dans le nord de la France. Et l'argument à l'époque, c'était les Polonais, les Italiens, éventuellement les Espagnols, sont beaucoup trop catholiques, donc c'est à cause de leur religion qui, en fait, même si elle est chrétienne comme celle des Français, est très différente, trop différente, c'est à cause de leur religion qu'ils ne peuvent pas être intégrés. Oui, surtout que quand les Polonais arrivent dans l'entre-deux-guerres, ils sont encadrés par le clergé, donc certains, justement, par rapport aux ouvriers syndiqués français, font tâche, mais il y en a quand même qui se mettent en grève, donc qui sont expulsés. Quand on lit la presse de droite et d'extrême droite, elle parle vraiment, là encore, un peu d'invasion étrangère à propos des Polonais, qui maintenant sont censés avoir été si sympathiques. Quand les 500 000 réfugiés espagnols arrivés en 1939, la presse de droite titre « L'arrivée de l'armée du crime ». Donc ça a été effectivement une constante. Et c'est évidemment beaucoup plus facile de chercher des boucs émissaires étrangers que de résoudre les problèmes du moment, les services publics en déshérence, les problèmes économiques, sociaux, les inégalités sociales, les loyaux inabordables, etc. C'est-à-dire que les populations se brassent, la culture se renouvelle. En revanche, les idées de l'extrême droite ne se renouvellent pas beaucoup. Oui, certainement. Elles sont stables. Quand les Romains parlent des Gaulois, c'est même le grand Cicéron, ce grand écrivain,
a fait un plaidoyer pour un gouverneur véreux accusé justement par ses administrés gaulois de corruption, etc. Et Cicéron va dans ce discours qui s'appelle le Pro Fonteius, il s'appelait Fonteius, l'individu en question, dit leur langue aux sonorités insupportables, leur religion horrible. En fait, ils se plaignent que parce qu'il y a eu des taxes sur les vins alors que ce sont des ivrognes, etc., etc. Et en vous écoutant, je pense aussi à Sidoine Apollinaire, un peu plus tard. Alors lui, c'est un gallo-romain. Oui. Et quand on le lit parlant des barbares nouveaux venus, germaniques, on a l'impression d'entendre le fameux « le bruit et l'odeur » d'une fin de banquet de Jacques Chirac, parce que Sidoine dit ces gens-là, ils font trop de bruit et ils sentent mauvais. Oui, absolument. C'est une constante, le bruit et l'odeur. On a déjà le bruit chez Cicéron à propos des Gaulois et ça va se poursuivre jusqu'à nos jours. Donc c'est aussi à ça que sert l'archéologie et l'histoire, c'est de ne pas avoir le sentiment que tout ce qui nous arrive là, ça n'était jamais arrivé et mon Dieu, qu'est-ce qu'on va devenir. Si on regarde sur le long terme, on voit que c'est des constantes de l'espèce humaine. Si on revient à des travaux que vous avez menés par le passé, auxquels je crois vous avez fait allusion, à propos de la sédentarisation de l'installation des agriculteurs. Il y a l'idée que ce nouveau dispositif, finalement, ce nouveau style de vie, par opposition aux chasseurs-cueilleurs, de fil en aiguille, aurait induit l'État, aurait induit le développement d'un nouveau type de structure de pouvoir. L'invention de l'agriculture sédentaire, elle arrive... Elle émerge dans plusieurs points du monde de manière indépendante. Il y a 12 000 ans à peu près. Pourquoi ? Parce que depuis 100 000 ans, on était dans une période glaciaire, entre 115 000 et moins 12 000 ans. C'est des oscillations de l'axe de la Terre par rapport au Soleil. Et là, donc, il y a 12 000 ans, on entre dans l'actuelle période interglaciaire. Donc avec un environnement beaucoup plus favorable, tempéré dans beaucoup de régions. Pendant la période glaciaire, les glaciers ils descendent jusqu'à la Belgique et la France, c'est juste un pays de steppe parcouru par les rennes, les mammouths, etc. Quand le climat commence à se réchauffer, eh bien, les rennes et les mammouths remontent vers le nord et la forêt et toute l'Europe se couvre d'une grande forêt tempérée au milieu, méditerranéenne. Et ça, c'est à 12 000 ans à peu près. Oui, c'est à peu près. Ce qui, à l'échelle sur la Terre, n'est rien du tout. N'est rien du tout, oui. C'est 5% de la durée d'Homo sapiens. Ouais. Même à l'échelle de l'homme, c'est rien du tout. À l'échelle de l'Homo sapiens, en tout cas. Et plus ridicule à l'échelle de l'ensemble des espèces humaines qui sont attestées à partir de 7 millions d'années à peu près. Donc le principe de la domestication animale était déjà connu par certains chasseurs-cueilleurs qui avaient domestiqué des loups et les avaient transformés en chiens. Tous nos chiens actuels descendent de loups d'il y a 10 000 ou 20 000 ans. Donc ce principe est connu. Ces populations de chasseurs-cueilleurs sont complètement immergées dans la nature qu'ils connaissent très bien. Mais à partir du moment où on arrive dans l'actuel interglaciaire, on peut commencer à domestiquer d'autres animaux et surtout les plantes. Un certain nombre de plantes variables suivant les continents, évidemment. Riz en Asie, blé et orge au Proche-Orient, maïs dans les Amériques. Donc il y a une première mise en exploitation, en fait. Oui, c'est ça. On ne se contente plus d'aller cueillir ce que la nature nous tend. Oui. On va chercher à produire. Oui, on cherche à produire directement. Ça veut dire qu'on peut se sédentariser et qu'avec une vie sédentaire et la nourriture et donc plus sécurisée, on ne bouge plus. C'est le début du confinement sur le très long terme. On sort de son on invente les maisons en dur, les villages permanents. On ne sort de son village que pour cultiver les champs ou faire paître les troupeaux. Et donc ça crée un boom démographique. Les chasseuses-cueilleuses ont un enfant tous les 3-4 ans. Les agriculteurs
agricultrices des sociétés traditionnelles ont un enfant tous les ans, même si beaucoup meurent en bas âge. Donc ça crée un boom démographique. Au début de l'interglaciaire, on estime qu'il y avait 2 ou 3 millions d'humains sur toute la planète, Afrique, Asie, Europe, les Amériques. Et là, maintenant, aujourd'hui, on est passé à 8 milliards en seulement, donc c'est toute petite 10 000 années. Et de sociétés, effectivement, nomades, quelques dizaines d'individus, aux mégalopoles, de dizaines de millions d'individus, et également à une société, à des sociétés relativement égalitaires. Quand on fouille les tombes, il n'y a pas tellement de différence. À la société humaine actuelle où les 20 personnes les plus riches du monde ont autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Donc tout ça, c'est à cause de l'agriculture sédentaire, ce qui fait dire, quelquefois, c'est un peu à la mode, c'était vraiment une mauvaise idée d'inventer l'agriculture. Moi, je ne la regrette pas, sinon on ne serait pas en train de se parler ici, mais les techniques, c'est toujours, ça dépend de ce que la société en fait. Ce qui est en cause, c'est la société. Donc ce boom démographique fait qu'on a d'abord des villages, et puis ces villages sont de plus en plus gros, et on arrive à l'échelle de ce qui va devenir des villes, donc les premières villes qui, donc, pour fonctionner, vont inventer les premiers États en Égypte, en Mésopotamie, dans la vallée de l'Indus, dans l'actuel Pakistan, en Chine, au Pérou, à Caral, etc. Et c'est en même temps, on va inventer l'écriture parce que la mémoire ne suffit plus pour gérer des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de gens. Donc l'État, effectivement, est un produit de l'invention de l'agriculture, sinon il n'aurait jamais émergé, même s'il y a eu des États nomades, mais qui reposaient sur l'élevage et qui ont été souvent éphémères. Donc effectivement, il y a un lien, même si il y a plusieurs milliers d'années entre les deux. C'est un long processus, mais, oui, bien sûr. Mais dont la condition première serait cette sédentarisation, oui. Par et pour l'agriculture. Oui, c'est ça, et qui provoque donc le boom démographique toujours actuel, toujours pas complètement contrôlé, même si les démographes pensent qu'il va progressivement se calmer. Quand on prend ce recul, effectivement, il y a plein de choses qui se relativisent. Les durées sont élastiques, elles ne sont plus les mêmes. Si l'on en revient à cette époque, donc autour de 3000, 2000 ans avant Jésus-Christ, vous nous parlez des premières grandes civilisations, en tout cas des premières traces d'État, avec l'invention de l'écriture, dans des régions qui ne sont pas européennes, manifestement. Est-ce que c'est l'époque des Celtes ? Est-ce que c'est là que commence l'époque de ceux qu'on appelle les Celtes ? J'aurais voulu qu'on revienne sur cette question de la répartition. Comment est-ce qu'on peut la discerner ? J'ai cru comprendre en vous lisant que c'est lié à certains types de motifs stylistiques dans les objets, dans l'art. Comment est-ce que se répartissent les grandes aires culturelles, sinon ethniques, dans l'espace de l'actuelle Europe de l'Ouest ? Les populations d'agriculteurs donc pénètrent en Europe à partir de 6500 avant notre ère et donc vont se répandre en 2000 ans et arriver à l'Atlantique où on ne pourra pas aller plus loin jusqu'à Christophe Colomb, mais la démographie continuant de plus en plus. Donc il faut nourrir de plus en plus de monde dans un espace fini. Donc sans arrêt, on va être obligé d'inventer la roue, le métal, la charrue, et ça va finir avec les OGM et les pesticides. Mais aussi ces populations désormais territorialisée, on va voir apparaître les conflits. Il y a toujours eu la violence entre mâles et humains. Elle est attestée chez les chasseurs-cueilleurs. Elle était courante chez les aborigènes australiens qui étaient chasseurs-cueilleurs et qui n'ont pas eu l'envie ou le besoin d'inventer l'agriculture. Mais là, ça va prendre des formes plus grandes, plus fortes. La guerre va se généraliser. Et là aussi, au début, on part des outils de la vie quotidienne, les haches à couper le
bois et les arcs et les flèches à chasser les animaux, mais après on va inventer, grâce au métal, l'épée, les armes défensives, et puis après on aura l'arbalète, la poudre à canon, et ça finit avec les armes nucléaires. Et également ces populations de plus en plus nombreuses, on va voir émerger effectivement des sociétés de plus en plus hiérarchisées, ce qu'on ne voyait pas au début de l'agriculture, ce qu'on appelle le néolithique. Quand on fouille un cimetière, eh bien, les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes objets, les adultes et les enfants non plus, mais pas de grande différence. Et petit à petit, justement, à partir du moment où on ne pouvait plus aller plus loin et où la population continue de croître, là, on voit émerger des différences fortes dans les Balkans, les premiers objets en or. Le long des côtes atlantiques, on construit les dolmens et les menhirs pour abriter les gens les plus importants. Donc, on voit ceci émerger. Mais jusque-là, on ne sait pas très bien quelle langue ils parlaient. On voit des aires culturelles, des zones culturelles que les archéologues définissent en fonction des mêmes types d'objets, de maisons, de parures, de décors de poterie dans une région donnée. Mais à partir du dernier millénaire, à partir de 1500 avant notre ère, on commence à avoir des témoignages sur les langues qui étaient parlées, qui ne sont pas les plus anciennes, parce que les plus anciennes, c'est celles de l'Égypte et de la Mésopotamie, à partir de 3500-3000 avant notre ère. Mais en Europe, la plus ancienne langue attestée, c'est ce que parlaient les Grecs archaïques du monde mycénien vers moins 1500, moins 1200, ce qui est noté dans une écriture qu'on appelle le linéaire B. Quand vous dites attester, c'est-à-dire en fait qui se traduit en écriture. Oui, bien sûr, parce que sinon, on n'a aucune manière de savoir ce que parlaient les gens. Et un peu plus tard, donc, on a les premiers textes étrusques, qui n'est pas une langue indo-européenne, grec classique, romain, et puis quelques éléments dans les derniers siècles avant notre ère de langue celtique, mais pas beaucoup, et également les textes des auteurs grecs et romains qui nous citent des noms de lieux ou de personnages dans ce qui est le monde celtique, qui sont de consonance celtique. Donc c'est vraiment dans les derniers siècles qu'on voit se mettre en place dans le nord de l'Europe les langues germaniques, au milieu les langues celtiques et au sud les langues, le grec, les langues italiques et des langues. Donc tout ça appartient à un groupe qu'on appelle le groupe des langues indo-européennes, mais on a aussi des langues non indo-européennes comme l'étrusque, les langues ibériques, le picte dans les îles britanniques, la première langue de la Crète qui n'est pas encore déchiffrée, qu'on appelle le linéaire A, mais tout le monde s'accorde à dire qu'elle n'est pas indo-européenne, d'où aussi les hypothèses sur comment se sont mis en place ces différentes langues indo-européennes, est-ce qu'il y avait une langue mère quelque part ou pas, qui sont des débats tout à fait passionnants, mais toujours en cours. Et quels mouvements de population ont pu amener justement à cette diffusion, mais aussi à la présence d'enclaves, donc si je comprends bien, ce sont des enclaves linguistiques du point de vue des origines de la langue. Oui. Est-ce que celte, c'est synonyme de gaulois ? Vous avez parlé des langues germaniques par opposition à l'ère des langues celtiques. C'est Jules César dans la première phrase de la guerre des Gaules, là où il raconte donc ses conquêtes, et pour qui la Gaule c'est plutôt un espace géographique. Il dit la Gaule est divisée en 3 parties. Qui n'ont rien à voir entre elles du point de vue des langues, des institutions et des lois. Et dit donc au sud c'est l'Aquitaine, donc peut-être qu'on en parlait des langues basques. Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Au nord, c'est les Belges, ce qu'il appelle Belgae. Et au milieu, donc sur une bonne moitié de la France, moitié nord, et il dit
c'est ceux que nous appelons les Gaulois, Galli, et qui s'appellent eux-mêmes Celtes, Keltoi. Et Celte est aussi le nom que leur donnent les Grecs, parce qu'il y a eu aussi des invasions celtes en Grèce et même un royaume en Turquie qu'on appelle les Galates. Donc c'est ce nom de Celte, on ne sait pas si c'est réellement le nom qui se donnait, mais c'est de toute façon un espace civilisationnel énorme, puisque ça part des îles britanniques et ça va jusqu'à l'actuelle République tchèque. Ça englobe donc toute la France actuelle, la moitié sud de l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. Donc c'est pas homogène, et on sait aussi par l'archéologie et l'histoire que même la Gaule conquise par les Romains se divisait en une soixantaine de petites cités-États qui avaient leur propre monnaie, qui étaient souvent en guerre les unes contre les autres, qui parlaient des langues certainement du groupe celtique, mais sur lequel on a assez peu de témoignages parce que c'était pas encore des États développés, donc ils n'avaient pas besoin d'écrire. Donc on a quelques écrits éparses en langue gauloise et on a les noms de lieux et de personnages, mais on sait que tout ça semble relever des langues celtiques, mais qu'on ne connaîtra vraiment que beaucoup plus tard avec le gaélique d'Irlande ou d'Écosse, donc à partir du XIIe siècle de notre ère, mais qui montre qu'il y a une certaine homogénéité avec le gallois, les langues de Bretagne, etc. Alors, si on en revient au fantasme de la Troisième République d'un peuple origine ethnique unique, les Gaulois, en réalité, cette soixantaine de cités-États, d'entités politiques plus ou moins développées qui se trouvent sur le territoire des Gaules conquises par César, à ce moment-là, elle n'a pas d'unité. On ne peut pas dire qu'il y a une nation gauloise. Non, il n'y a aucune unité. Il peut y avoir des coalitions militaires. C'est ce que réussit Vercingétorix en moins 52 avant notre ère. Mais ces coalitions sont souvent éphémères. Ce n'est pas les mêmes. Par exemple, très classiquement, les Éduins qui sont centrés sur la Bourgogne actuelle étaient considérés comme alliés et frères du peuple romain. Donc en général, à la fin, en 52, ils rejoignent quand même Vercingétorix provisoirement, mais ensuite, ils redeviennent plus ou moins autonomes dans la Gaule conquise. Donc il n'y a pas d'unité. Il y a sans doute une unité culturelle, mais pas d'unité politique. Par ailleurs, les fils des nobles gaulois, beaucoup allaient se former à Rome, parce qu'en fait, il y avait pas une très grande différence. Les Gaulois aussi avaient des villes, une économie monétaire, etc. Et donc la noblesse gauloise se formait à Rome. Avant la conquête, là on parle d'avant la conquête. Avant la conquête, oui, il y avait des échanges, c'est pas des mondes hermétiquement séparés, quoi. Oui, les monnaies des cités-États du quart sud-est de la Gaule étaient plutôt alignées sur le denier romain. Donc il y avait des échanges. On a trouvé des millions d'amphores romaines amphores à vin importés en Gaule. Donc c'est parce qu'il y avait en fait très peu de différences d'organisation sociale et culturelle que la Gaule est devenue romaine assez naturellement. Les élites gauloises se sont ralliées sans problème au mode de vie romain. Donc c'est là qu'apparaissent partout les termes, les cirques, les amphithéâtres, etc. Donc il n'y a pas eu de problème particulier comme quand on commence, plus les fouilles se développent, plus on voit que, par exemple, déjà l'urbanisme gaulois, il est souvent angle droit. Quand la capitale des Éduins, les maisons des notables sont sur le plan romain. Donc il y avait déjà une certaine romanisation, aussi bien par la culture que il y avait une osmose culturelle avant même la conquête. Oui, avant, ce qui explique que la société n'a pas été détruite, contrairement à d'autres sociétés indigènes complètement détruites par la colonisation européenne.
D'où la civilisation, le monde gallo-romain. Oui, en même quelque si sorte. quelquefois on fait remarquer qu'il n'y a qu'en France qu'on parle de gallo-romain, Ouais. alors qu'on ne va pas parler de, je ne sais pas quoi, romain en Bretagne, de bretano-romain pour la Grande-Bretagne, etc. Sachant que c'est quand même, on va retrouver depuis Londres jusqu'à Damas et Alexandrie et Budapest, exactement les mêmes constructions, le même mode de vie, etc. Donc une romanisation partout, en fait. C'est une romanisation partout, mais concernant à l'époque à peu près 80 millions de personnes et 5 millions de kilomètres carrés. Mais il n'y a qu'en France qu'on dit que c'est gallo-romain. Alors ça peut être aussi justement un élément de nationalisme pour essayer de préserver quelque chose. Et il y a eu des historiens d'art qui ont dit que, par exemple, l'art roman, c'était, après la période romaine, la résurgence d'un art celtique originel, mais c'est pas totalement convaincant. L'art roman qui date donc de la fin du Haut Moyen-Âge, du Moyen-Âge central. Oui, qui s'inspire plutôt de modèles romains, d'ailleurs. 10e, 11e siècle, donc bien plus tardif. Oui. Le fait que les Gaulois n'étaient pas des ancêtres qu'on pouvait tellement revendiquer, puisqu'on avait cette vision, on n'avait que la vision des vainqueurs, et d'où cette image, même jusqu'à nos jours. On a Astérix comme un peu mythe consolateur, mais explicitement au deuxième degré, mais cette idée qu'on a de sauvages vivant au fond des bois dans des cabanes, ce qui a bien corrigé toute l'archéologie, notamment l'archéologie préventive avant les grands travaux actuellement, parce qu'on s'aperçoit que la Gaule est beaucoup plus déboisée qu'aujourd'hui, que les Gaulois ne mangeaient pas de sangliers mais des porcs, et les salaisons gauloises étaient réputées à Rome, qu'ils avaient donc des villes et une économie monétaire. Mais ça, c'est assez récent. C'est justement depuis qu'on a pu développer l'archéologie. D'ailleurs, si on lit bien César, il dit qu'il y a des villes, etc. Mais on a cette image, effectivement, un peu de barbares, et dont on garde que l'idée que c'était des vaincus. Donc, c'est ce qui fait que il n'y a pas pendant longtemps, il n'y a pas du tout d'archéologie du territoire français. Et quand on constitue les grandes collections royales qui vont devenir le musée du Louvre, et bien jusqu'à aujourd'hui, au musée du Louvre, il n'y a aucun objet qui vienne du territoire national. Ce n'est que l'Orient, la Grèce et Rome, parce que c'est ça les vraies racines culturelles des élites françaises. Et donc, il y a néanmoins émerge au cours du XIXe siècle quand même un intérêt, notamment des notables, et aussi de Napoléon III, qui écrit un livre sur Jules César, avec lequel, en filigrane, il se compare, et donc voudrait alimenter son livre. Donc, il s'intéresse globalement à l'histoire, et il crée une commission de la topographie des Gaules pour recenser tous les sites archéologiques qui pourraient dater de la Gaule. Jusque-là, on a du mal à penser qu'il y a eu des choses avant les Gaulois. La préhistoire n'émerge que très progressivement, parce que jusque-là, on a la Bible qui explique que le monde a été créé il y a 6000 ans, et dont la lecture non littérale est punissable d'excommunication jusqu'au début du XXe siècle. Donc, il s'intéresse à la Gaule, il crée cette commission et il engage des fouilles, y compris à Alésia, parce qu'il n'y a jamais eu de problème sur Alésia. Ça s'appelait ensuite Alise Sainte-Reine. On a une inscription où il y a écrit Alysia, donc seuls quelques farfelus prétendent qu'Alésia est ailleurs. Donc, c'est devenu un cheval de bataille. Oui. Mais en fait, c'est pas une vraie controverse historique. Oui, mais c'est relancé par des journalistes plus ou moins crédibles régulièrement. Et puis, qui proposent d'autres sites, qui disent non, c'était ailleurs. Il y a eu plusieurs dizaines de sites. L'un des plus célèbres, c'était à
l'aise en Franche-Comté parce que un universitaire franc-comtois, Colomb, qui est bien connu pour ses œuvres dessinées du sapeur Camembert et de la famille Fenouillard, il n'aimait pas Napoléon III comme l'ensemble des universitaires, une fois que Napoléon III a été battu. Donc lui, il défendait Alès en Franche-Comté. Comme site de la mémorable bataille. La vraie Alésia, puisque ça s'appelait Alès. Et puis, ces temps-ci, un autre site dans une commune du Jura qui s'appelle la Chaux des Crotonnais, avec un plateau qui s'appelle Siam, dans lequel on a fait des fouilles qui montraient qu'il n'y avait jamais eu de ville gauloise, mais ça continue. Il y avait même des Vercingétorales qui étaient célébrées dans cette estimable commune du Jura. Donc Napoléon lance, et notamment à Alésia, là c'est un officier avec une armée de soldats qui fouille et qui retrouve effectivement ce que décrit César, tout le système d'encerclement, ce qu'on appelle les circonvallations. Et il se compare à Vercingétorix, il fait faire à César, mais aussi à Vercingétorix, il fait faire une statue de Vercingétorix de 7 mètres de haut à Alésia, où le sculpteur Millet donne les traits de l'empereur à Vercingétorix, ce qui n'est pas une bonne idée, parce qu'il a effectivement fini comme Vercingétorix. Il a été vaincu aussi militairement, finalement. Voilà, absolument. Mais alors qu'il avait l'idée, derrière cette promotion d'Alésia, Louis-Napoléon Bonaparte, que finalement, c'était une manière de consolation pour les Français, oui. Après son propre coup d'État, oui. Qui allait être bénéfique au fond, oui. Parce que les Français sont de la Deuxième République à laquelle il a mis fin par son coup d'État étaient trop indisciplinés, oui. comme les Gaulois avaient été trop indisciplinés. Et finalement, la conquête par César des Gaulois, même si elle a été douloureuse, a été bénéfique, puisque cette civilisation gallo-romaine est valorisée. Donc, lui, César, le nouveau César, le nouvel empereur, d'ailleurs c'est l'Empire romain finalement, sûr, toujours, qui est en filigrane quand on recrée le Second Empire, même s'il a réduit en dimension. Il fait ce don à son peuple finalement. Oui. Il veut fonder son pouvoir un peu sur un pouvoir un peu populaire. Il finira à la fin par rétablir le suffrage universel masculin. Donc, il est parmi les premiers justement à essayer de forger un récit national, un roman national, et justement dans ce cadre il va créer le musée à Saint-Germain-en-Laye qui va devenir le musée des Antiquités nationales et actuellement depuis 2005 le musée d'archéologie nationale. Mais de manière très significative, on ne le met pas au centre de Paris. Là, au centre de Paris, c'est le Louvre et l'Orient, la Grèce et Rome. C'est dans un lointain château royal à Saint-Germain-en-Laye, mais complètement refabriqué, refait, que les choses qu'on va commencer à faire converger les objets qui peu à peu sortent du sol, mais souvent grâce à des fouilles, la plupart du temps menées par des notables locaux à leurs frais. La vraie archéologie, elle se fait en Orient, en Grèce et à Rome. En 1846, la France crée l'école française d'Athènes, qui est pratiquement le plus vieil institut archéologique du monde, alors que l'Institut national de recherche archéologique préventive pour les grandes fouilles en France ne sera créé qu'un siècle et demi plus tard. L'un des éléments les plus identitaires d'une nation, c'est évidemment la langue. Et on apprend partout, y compris dans les manuels scolaires, que première attestation de la langue française détachée du latin, ce serait les serments de Strasbourg ou des petits-fils de Charlemagne, Louis le Germanique et Charles, se jurent fidélité, chacun dans la langue de l'autre, contre leur troisième frère, Lothaire, avant de se réconcilier avec l'année d'après. Donc, Louis le Germanique, qui parlait donc une langue germanique que va utiliser son frère
Charles, eh bien, Louis le Germanique va donc jurer dans ce qui serait le plus ancien texte de la langue française. Donc, je lis juste les premières phrases. Pro Deo amor et pro Christian Poblo et nostro common salvamen, disdi en avent, in quan Deus savir et podir medunat si salvarei et ossist meun fradere Carlo et in aiudia, etc. Donc c'est certes une langue romane, mais ça n'a rien à voir avec le français. On ne peut pas dire que c'est le français éternel à cette époque-là, au IXe siècle. Et si on saute 3 siècles et qu'on prend la chanson de Roland, qui est une reconstruction historique, parce que Charlemagne est bien allé en Espagne à son époque, mais c'était pour soutenir un des roitelets arabes qui était en guerre contre un autre et qui finalement se sont réconciliés. Donc Charlemagne est reparti un peu dépité et donc ils ont pillé un bout du Pays Basque en revenant. Donc les Basques se sont vengés en anéantissant l'arrière-garde avec le fameux comte Roland. Donc rien à voir avec la reconstruction au moment des croisades, de la lutte du grand empereur contre les infidèles. Et c'est Roland à Roncevaux, donc, c'est la bataille du col de Roncevaux. Voilà, le corps. Et donc la chanson de Roland, elle commence les premiers vers, c'est Carles lireis nostre emperer magnes, set ans tous plens ad estet en Espagne, tresquen la mer conquiste la terre alteigne, ni dat castel qui devant lui remagne, mur ne citet, etc., etc. Donc on est au XIIe siècle, on n'est toujours pas dans le français. Il faut attendre François Villon et la Renaissance, et encore si vous lisez Montaigne ou Rabelais dans le texte, sans la modernisation orthographique, vous avez quand même encore du mal. Donc, c'est très difficile à lire, oui. Oui, tout à fait. Et en même temps, maintenant, on va dire oui, le français, maintenant, c'est identitaire, mais malheureusement, c'est aussi identitaire chez les Suisses romans, les Belges wallons, les Québécois et une partie de l'Afrique. Donc, il faut admettre que les choses peuvent être plus complexes. Alors, on dit aussi, le français, c'est 1539, l'ordonnance de Villers-Cotterêts, François Ier, donc le président de la République a décidé, dans le château de Villers-Cotterêts, dans le sud du département de l'Aisne, de créer la cité de la langue française, en faisant fortement restaurer ce château et disant c'est là que le français devient langue officielle. En fait, l'ordonnance de Villers-Cotterêts ne dit pas du tout ça. Elle dit, il y a toute une série d'articles, plusieurs centaines d'articles qui portent sur toutes sortes de choses, mais il y en a un qui dit que en gros, maintenant, on va arrêter de faire les textes juridiques en latin, puisque plus personne ne le comprend, le latin, à part les ecclésiastiques et les universitaires. Donc, on l'écrit, on doit rédiger, mais uniquement les textes juridiques en langage maternel français. Alors on a dit, donc c'est le français partout, etc. Mais en fait, ça veut dire en langage maternel de France. Quand l'ordonnance est reprise par Charles IX, il dit ces textes juridiques doivent être écrits en français ou maternel, c'est-à-dire dans une des langues maternelles de France. Et il y en a beaucoup, même si toutes ne sont pas écrites. Donc c'est beaucoup plus limité qu'on veut bien le dire. Et effectivement, quand l'abbé Grégoire fait une enquête sur qui parle français en France, mais c'est seulement, il recense une trentaine de langues régionales et il ne dit qu'il n'y a que 10% des Français qui parlent français. Et il est dit la même chose dans l'encyclopédie de Diderot. Donc il faudra bien du temps, et notamment la Troisième République, par une entreprise de colonisation linguistique vigoureuse, punition violente de tous les enfants surpris à parler dans leur langue à la récréation, pour qu'on éradique progressivement les langues régionales, même si on essaie de les ranimer maintenant. Il y a plusieurs institutions comme ça, comme les langues diwan en Bretagne, les calendrettes en Languedoc, mais il est malheureusement trop tard. La France est certainement un des pays qui a été le plus violent contre les langues régionales par rapport à d'autres pays d'Europe. Je voudrais évoquer aussi une autre citation célèbre du général de Gaulle qui a été retranscrit par
Alain Peyrefitte, qui fut ministre de l'Information pendant un temps. Et cette phrase rapportée par lui et qui a l'air parfaitement crédible, c'est le général de Gaulle qui dit « Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne ». Donc ça interroge tout à fait parce que aucun biologiste sérieux ne pense qu'il y a des races humaines. Tous les humains n'ont pas la même allure, mais ça tient beaucoup de l'environnement. Plus vous êtes dans le sud, dans des endroits ensoleillés, plus vous allez avoir la peau sombre. Mais vous pouvez partir du Grand Nord et arriver au sud de l'Afrique, il n'y aura jamais de limite claire. Il n'y a qu'une seule race humaine, même si ce mot est un peu complexe, puisque la Constitution dit que tout le monde est égal, quelle que soit la race. Donc il y a des débats actuellement pour supprimer ce terme, et symétriquement, on parle souvent maintenant de raciser, pour parler de ce qu'on appelle aussi les minorités visibles. Et par ailleurs, si on prend les Maghrébins, qui sont parfois mal vus, ils ne sont pas de race noire ni jaune, donc ils sont plutôt de race, entre guillemets, blanche. D'autre part, la culture grecque et latine, c'est vrai que c'était celle des élites. On apprenait le latin et le grec au lycée, mais c'était quand même uniquement les élites, les couches, la mince couche supérieure qui était de culture gréco-latine. Je descends de maçon creusois monté à la capitale dans la deuxième moitié du 19e siècle. Évidemment que la culture gréco-latine, pour eux, n'avait aucun sens et qui, en partie, ils parlaient justement de l'occitan du Nord. Alors sur la religion chrétienne, il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi les Juifs en France, qu'il y a eu quel christianisme, puisqu'il y a les protestants aussi, il y a eu les guerres de religion, et qu'après, on a toutes les immigrations variées, y compris les Arméniens qui sont des chrétiens orthodoxes, et qu'actuellement, il y a plus de la moitié des Français qui se disent sans religion, qui se disent athées. C'est d'ailleurs un des plus forts taux du monde. Et il n'y a que 7% de catholiques pratiquants et 1,5% qui vont à la messe une fois par semaine. Donc on ne peut pas dire que la religion chrétienne qu'on va régulièrement invoquer, malgré nos nombreuses et somptueuses églises, soit constitutive de l'actuelle identité française et même depuis un certain temps. Donc là encore, c'est une tentative de réifier une identité, de figer, simplifier et figer une identité qui ne résiste pas à l'examen. Oui, absolument. D'ailleurs, le baptême identitaire de Clovis, l'historien Bruno de Misil a bien montré que c'était un non-événement. On n'a aucun texte contemporain de l'époque. Ça n'a intéressé personne. C'est des reconstructions plus d'un siècle après. Et par ailleurs, même si le pape Jean-Paul II a dit « France, qu'as-tu fait de ton baptême ?» des promesses de ton baptême, en fait, la Gaule romaine est déjà chrétienne depuis plus d'un siècle. Donc, ce non-événement, c'est juste que ce chef de guerre s'installe et il veut s'appuyer sur le réseau des évêques. Et donc, il se fait baptiser dans des conditions, on ne sait même pas ni où ni quand, à plusieurs années près. Il y a l'un des nombreux historiographes du général de Gaulle, un des nombreux livres qui rapportent les propos du général de Gaulle, qui le met en scène, c'est apparemment un moment vrai, déprimé, et disant, au fond, tout a une fin. Pourquoi est-ce que la France, elle aussi, n'aurait pas une fin? Alors c'est presque un blasphème que de dire ça, que de faire dire ça, ou que d'entendre à travers le temps celui qui a célébré la France éternelle venue du fond des âges dire cela. Quel est votre point de vue, à vous donc qui avez déconstruit cette France éternelle via l'archéologie et via l'histoire, sur son avenir? Pour un archéologue, c'est plus difficile de parler de l'avenir que du passé, mais effectivement, j'ai essayé à la fin du livre d'esquisser plusieurs pistes sur ce qui pourrait
se passer. Et sans entrer dans le détail, j'exclus pas la possibilité, par exemple, d'une guerre civile si l'extrême droite prenait le pouvoir, dans la mesure où ce ne serait pas difficile de mettre le feu aux banlieues avec une police qui est acquise aux 2/3 à l'extrême droite et de prendre des mesures d'état d'urgence. C'est d'ailleurs l'hypothèse que fait la journaliste Salomé Saké dans son livre Résister. Il y a un certain nombre d'articles de la Constitution qui le permettent. Sans donner tous les autres pistes pour ne pas trop spoiler et divulgacher ma conclusion et en priver les lectrices et lecteurs éventuels. Mais une autre des possibilités, c'est le fait qu'on connaît aucun système trop inégalitaire qui finisse par, à un moment ou un autre, par exploser. Et des possibilités, ce serait une révolution sociale et politique, comme il y en a eu régulièrement, en 1789, en 1848 et d'une certaine manière en 1944-45. Donc je me fonde sur une citation d'un auteur récent qui, vers la fin de son livre, dit « Aujourd'hui, notre capitalisme mondial produit plus d'inégalités qu'il n'en a jamais créé dans nos pays développés. Le combat de la France doit permettre d'anticiper, de prévenir, de participer à modifier les règles internationales et au final d'humaniser ce capitalisme contemporain. Je ne sais pas si nous y parviendrons. Je ne sais d'ailleurs pas si ce capitalisme n'est pas en train de vivre ses dernières étapes en raison même de ses excès. » Donc, quel est l'auteur de ces lignes ? Ce prophète révolutionnaire, eh bien, c'est Emmanuel Macron en 2017 dans son livre Révolution, point d'exclamation. Donc, ça fait partie des possibilités de nos années à venir. Merci beaucoup, Jean-Paul Demoule, d'être venu nous présenter ce travail très érudit de prise de recul à l'égard de nos fantasmes identitaires, à l'égard de notre présent, autour de la France éternelle, donc une enquête archéologique. Merci.